Madame la juge Côté, Madame la juge en chef, distingués invités, amis et proches de Marc-André Fabien, et ceux plus nombreux qui sont ici parce qu'on ne leur a pas laissé le choix, parce qu'ils veulent un souper gratuit ou parce que le Canadien n'a pas fait les séries, à vous tous, bonsoir. En 1962, un groupe d'exécutifs de Decca Records a tenu une entrevue qui allait changer le cours de l'histoire de la musique. Après quelques chansons, ils ont conclu que le groupe devant eux n'avait aucun avenir et qu'il n'y avait plus de place en entertainment pour un autre quatuor à guitare. 20 ans plus tard, en 1982, et après que les Beatles aient vendu plus de 100 millions d'albums, un autre groupe d'importants exécutifs procédait aussi à une entrevue historique. Cette année-là, Pierre Trail, Maurice Forget et Lambert Toupin avaient devant eux un jeune homme chétif, issu du collège Stanislas et de l'Université de Montréal, qui leur a-t-il promis: « Si vous me donnez la chance, je vais devenir un jour un grand avocat. » Le monde juridique a une grande tradition d'honorer et de rendre hommage, année après année, les grands plaideurs de la province de Québec. Ce soir, il a décidé de rompre avec cette tradition afin d'honorer le jeune homme de l'entrevue, mon ami et associé Marc-André Fabien. Car voyez-vous, nos trois associés de Martineau Walker, Azit Danoise, ont procédé à une embauche ce jour-là de 1982. Peut-être ont-ils décelé dans le jeune candidat quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Peut-être, se souvenant de l'erreur des dirigeants de Decca Records, n'ont-ils tout simplement pas voulu prendre de chance. Mais une chose est certaine, leur décision a changé à jamais la destinée de Martineau Walker. Il faut dire par ailleurs que leur pari n'a pas payé tout de suite. En effet, les premiers faits d'armes de notre ami Marc-André ne laissaient pas immédiatement présager qu'il serait honoré comme il l'est ce soir. Quelques dossiers de droit de la famille, dont un, il se bat pour la garde d'un poodle et l'autre pour le partage d'un train électrique, le convainc de réorienter sa carrière en litige immobilier. Il devient rapidement spécialiste de l'éviction de locataires en défaut d'un presque luxueux immeuble sur Côte-des-Neiges. Malheureusement, puisque les décisions de la Régie du logement n'étaient pas publiées à l'époque, il reste peu de traces de ses prouesses. N'y trouvant possiblement pas une grande satisfaction personnelle, il se recycle rapidement en spécialiste du droit de la consommation. Il trouve le client parfait pour remplir ses feuilles de temps en la défunte Société nationale de diffusion éducative et culturelle, SONDEC, une société qui, sous prétexte de faire des sondages, colporte de maison en maison des abonnements à des livres pour enfants ou à une soi-disant encyclopédie du savoir qui transmet mensuellement à ses clients naïfs des feuillets explicatifs sur des espèces rares d'animaux d'Afrique. L'expérience acquise en raison des nombreuses violations de la loi sur la protection du consommateur de sa défunte cliente lui a sans doute inspiré sa prochaine passion, le droit pénal statutaire. Sa première victime, ou devrais-je dire son premier client, sera le Fonds québécois de récupération qui lui donne mandat d'appliquer la loi sur les permis de bière et de boissons gazeuses et l'entente portant sur la consignation, la réparation et le recyclage des contenants à remplissage unique. De très longs mots pour dire qu'il est devenu l'avocat de la police des canettes. Ça lui permet, entre autres, d'aiguiser son goût des sensations fortes, en sillonnant la province pour saisir des canettes de boissons gazeuses ou de bières non consignées dans des réserves indiennes. Dans le courant des auditions qui suivent, il développe aussi des talents en interrogatoire en faisant témoigner des témoins, des experts sur des points de fait complexes, comme le fait que les canettes de bière sont effectivement faites d'aluminium. C'est notamment en représentant Recycle Québec qu'il apprend l'importance d'être déférent vers la magistrature. On raconte que lors d'une de ses auditions dans le nord du Québec, un juge s'est présenté pour l'audition de l'après-midi dans un état différent de celui du matin. Titubant jusqu'à la tribune et montant avec difficulté la marche pour s'y rendre, le juge a dû s'appuyer sur sa chaise pour reprendre son équilibre, oubliant que celle-ci était munie de roulettes. Comme on aurait pu s'y attendre, la chaise s'est déplacée un peu plus rapidement que le magistrat et notre juge s'est retrouvé les quatre fers en l'air et sur le postérieur en bas du podium. Alors que son collègue André Durocher avait peine à retenir son fou rire, Marc-André n'a pas perdu une seconde. Le plus sérieusement du monde, il s'est
exclamé « Mon Dieu, votre Seigneurie, je vais immédiatement remplacer votre chaise car elle est clairement défectueuse, elle roule beaucoup trop vite. » Fort de son expérience avec la bière et des juges qui en abusent, il représente ensuite la brasserie Lakeport dans le cadre des efforts de Métro Richelieu pour le lancement commercial de la bière à bas prix Norrois. Je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, j'étais responsable du party des stagiaires et pendant plusieurs années, la seule bière permise au party était la bière Norrois. Malheureusement, cette bière n'était pas très bonne et nous avons tous poussé un soupir de soulagement quand le brasseur Grolsch s'est ajouté à la liste des clients de Marc-André. La différence de Marc-André est bientôt testée dans un autre différend qui a comme origine de l'alcool douteux. Marc-André représente un restaurateur qui perd de la rue Saint-Laurent qui s'est fait suspendre son permis à quelques jours du Grand Prix de Formule 1. La tension est forte dans la salle d'audience, au point où l'avocat de la régie indique à la cour que le client de Marc-André a tenté de l'intimider dans le corridor, empruntant un langage qui n'est plus utilisé depuis que Corneille et Racine sont décédés au 17e siècle. Marc-André s'emporte et laisse échapper à la cour qu'il est courroucé. Voyant que le juge ne comprend pas, il répète « Monsieur le juge, je suis courroucé! Courroucé! » Ce qui lui vaudra une couverture médiatique importante et d'être un des seuls associés de la firme à avoir fait l'objet d'une caricature de Chapelot. Je m'en voudrais de passer sous silence une des causes de Marc-André qui passera à l'histoire comme un exemple probant des décisions parfois surprenantes que peuvent prendre nos gouvernements. Ce dossier survient lorsque la reine décide de se poursuivre elle-même sur une question reliée à l'ouverture de la pêche au homard en Gaspésie ou aux îles de la Madeleine. Peu importe. La cause, répertoriée dans les archives judiciaires comme R versus R, est de peu d'intérêt sauf le nom. D'ailleurs, personne ne se souvient quelle position Marc-André a défendue et donc s'il a gagné, mais je pense pouvoir dire avec conviction que sa clientèle a à la fois gagné et perdu. Cette liste non exhaustive des premiers faits d'armes de Marc-André pourrait laisser croire qu'il avait un plan d'affaires confus. D'autres, plus acerbes, y verraient une ligne directrice très claire. Marc-André est devenu le plus grand spécialiste des dossiers que personne d'autre ne voulait plaider. Mais cela illustre quand même l'une des plus grandes qualités de Marc-André. Il ne refuse jamais de défendre une cause. C'est un soldat fidèle qui ne juge pas ses clients et qui considère que tous et chacun ont droit à des services juridiques de qualité, surtout lorsqu'il accepte de payer son taux horaire exorbitant. D'autre part, cela nous démontre que Marc-André est un plaideur, un vrai, et que s'il est sollicité par quelqu'un qui a une cause à défendre, peu importe le domaine, il va mettre tout son talent et toute son énergie à son service. Ça permet aussi de constater que Marc-André ne craint pas d'innover. Pour lui, le droit ne doit pas être statique. Et je l'ai entendu souvent me dire qu'il ne faut pas s'empêcher de plaider quelque chose simplement parce que personne n'a pensé à l'argument avant. Comme l'a observé un autre grand juriste, le grand Lord Denning, « If we don't do anything that has never been done before, we shall never get anywhere. The law will stand still while the rest of the world goes on, and that would be bad for both. » Pour l'œil averti et ceux qui connaissent la suite de l'histoire, le plan d'affaires de Marc-André était d'une grande préscience. Ces dossiers dans le droit de la famille sont aujourd'hui d'une grande utilité dans ces dossiers de litige d'actionnaires pour les plus grandes compagnies privées de la province. Ses débuts en droit immobilier à la Régie du logement l'ont mené au plus grand dossier d'évaluation foncière et d'expropriation au Québec. L'immeuble sur la rue Côte-des-Neiges a fait place à Kmart, Bro et Martineau, Agropur, Québécois et le Centre Molson. Ses expériences en droit pénal et réglementaire l'ont conduit à représenter avec succès l'Autorité des marchés financiers, Poste Canada, les pharmaciens propriétaires Pharmaprix dans des dossiers de haute importance. Ses causes de droit administratif et constitutionnel ont mis la table pour sa représentation du procureur général dans la cause qui opposait le gouvernement du Québec aux juristes de l'État et le mandat de représenter le Conseil de la magistrature dans le renvoi sur la constitutionnalité du Code de procédure civile. Quand le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour du Québec te choisissent comme leur avocat, c'est un signe indéniable que ta carrière est bien commencée. Sa liste de clients fait aujourd'hui l'envie de tous. En plus de ceux subventionnés, il agit régulièrement pour des géants comme Air Canada, comme Airbus, comme Rogers, comme Merck, comme Ubisoft et d'autres. On pourrait penser qu'avec tous ces mandats, Marc-André n'a pas le temps pour d'autres choses. Ça serait mal le connaître. Au cabinet, Marc-André a occupé tous les postes d'envergure. Responsable du recrutement des jeunes avocats et avocates, président du comité des pratiques professionnelles, membre du comité d'adhésion à la société, du comité de rémunération. Il a en outre siégé au conseil exécutif de Martineau Walker
et au Conseil national de Fasken-Martineau. Vu ses nombreux postes stratégiques, il a donc recruté, promu ou fixé la rémunération de l'ensemble des ressources du cabinet. Il a aussi participé, élaboré et implanté le plan d'affaires du cabinet. Et donc, dire qu'il y a un peu de lui derrière l'ascension fulgurante qui a marqué Fasken au cours des 35 dernières années serait un euphémisme. Malgré son importance, Marc-André est toujours demeuré un homme simple et il n'a jamais perdu son sourire ou son sens de l'humour. Dès mon premier cocktail comme étudiant chez Martineau Walker, où je me suis adressé à lui comme maître Fabien, il a insisté pour que je l'appelle tout simplement Marc-André. Parmi les associés du bureau, il est reconnu autant pour ses prises de position sensées au conseil d'administration que pour ses prestations de minuit chrétien ou ses imitations de chimpanzés au party de fin d'année. Marc-André est aussi célèbre pour sa défense du code vestimentaire du cabinet. Il a plaidé avec conviction contre les vendredis sans cravate, le port des gougounes, des jeans, mais malheureusement aussi les jupes en haut des genoux ou les bretelles spaghetti. C'est donc avec une grande perplexité que j'ai lu récemment un courriel qui annonce les journées jeans en faveur du comité paralympique. C'est la démonstration d'un autre trait de Marc-André. D'ordinaire, tout chez lui est blanc ou noir. Très peu de gris. Quand il n'aime pas, on le sent rapidement. Et quand il aime, c'est sans limite. Et c'est là tout le paradoxe. Même s'il a des idées très fortes pour ses amis, il est prêt à tout remettre en question. Molière a fait dire aux misanthropes que l'amour est extrême, même jusqu'au défaut de celle qu'il aime. Molière, et pour Marc-André, son amour est toujours extrême. Ses amis, ses proches, ses clients n'ont pas de défaut. Cette loyauté indéfectible s'applique aussi aux politiciens qu'il a appuyés. Et il y en a plusieurs. Au cours des 35 dernières années, tous les candidats qui se sont présentés sous la bannière rouge à Outremont, tout palier de gouvernement confondu, ont pu compter sur l'appui et les efforts de Marc-André. Parfois, cet appui va au-delà de ce que le client demande. Marc-André dit à qui veut l'entendre que Robert Bourassa est le meilleur premier ministre de l'histoire du Québec, que Gérald Tremblay a été le meilleur maire de Montréal, peu importe les arguments ou les faits. Il ne bronchera pas. Pendant des années, il avait d'ailleurs dans son bureau un poster grandeur nature de Gérald Tremblay. Celui-ci est demeuré, même pendant la période sombre de la commission Charbonneau. Sa loyauté est telle que lorsque le maire Tremblay a terminé son mandat, lui, loyal résident de la Ville de Montréal depuis près de 50 ans, a déménagé ses pénates dans un luxueux château de ville défusionné de Westmount. Après son déménagement, le poster de Gérald Tremblay a fait place à un autre, également de grandeur nature, cette fois-ci faisant la promotion du mouvement paralympique, une cause qu'il défend avec vigueur depuis plus de 20 ans. C'est son implication dans ce mouvement qui lui a donné un des dossiers dont il est le plus fier, celui dont la sénatrice vient de vous parler. Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, Marc-André a été l'avocat du comité paralympique devant la Cour d'arbitrage du sport, dans une cause qui implique une de nos plus grandes athlètes. La sénatrice et amie de Marc-André, Chantal Petitclerc. Le dévouement de Marc-André à la cause du mouvement a contribué à son sélection comme président du comité en 2017. Et depuis ce temps, Marc-André multiplie les efforts pour améliorer et augmenter la visibilité des parasports et amasser des fonds pour permettre aux athlètes paralympiques de réaliser leurs rêves. L'admiration que Marc-André a pour les athlètes paralympiques et leur résilience et leur façon de transcender souvent des drames humains est palpable et elle est contagieuse. C'est cette passion et cette loyauté qui expliquent que l'homme qui ne s'abreuve normalement qu'au Grand Cru de Bourgogne a bu et nous a fait boire la bière Norrois. Que l'homme qui s'est battu contre les tenues décontractées au bureau pendant toute sa carrière propose aujourd'hui d'utiliser des journées jeans pour amasser des fonds pour s'entraîner. En apparence prévisible, Marc-André est donc un homme de contraste. Comment autre expliquer que lui qui est toujours résolument moderne dans ses habillements de dernier cri est le seul associé qui tient encore ses rendez-vous dans un agenda papier? C'est là peut-être un des seuls petits défauts de Marc-André, son goût des belles choses. Pierre vous en parlera certainement et donc je n'insisterai pas. Mais c'est la source de mon seul vrai différend avec Marc-André. Lorsque j'étais chef de section, j'avais la tâche souvent ingrate d'approuver les comptes de dépenses. Or, celle de Marc-André, que je surnomme affectueusement le cardinal Richelieu de Fasken, accaparait une part importante de mon budget. Au départ, j'ai simplement suggéré amicalement que le Bristol n'était pas le seul hôtel à Paris, ou que ses associés n'avaient pas assumé son caprice de se faire conduire par un chauffeur privé partout où il va. Mais rien n'y fit. J'ai donc cessé, tout simplement, d'approuver ses comptes. Il m'a boudé pendant quelque temps. Un jour, il a retrouvé le sourire. Ce retour a coïncidé avec le fait que
j'ai cessé de recevoir ses comptes pour approbation. J'ai conclu qu'il avait décidé d'être plus circonspect dans ses demandes et qu'il ne faisait plus de demandes, ou qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre pour les approuver. À ce jour, je ne connais pas la réponse, mais ça nous a permis de retrouver notre bonne relation. Car celle-ci a toujours été excellente. Ce n'est pas une exagération que de dire que Marc-André est en grande partie responsable de ma carrière chez Fasken. C'est lui qui m'a embauché en 1988, qui m'a promu comme associé en 1999, qui a suggéré que je lui succède au comité de rémunération et au comité d'accession plus récemment. Au-delà de son aide et de son support, Marc-André a surtout été, pour moi, un modèle et un exemple à suivre. Sa droiture et son éthique sont irréprochables. Sa détermination pour défendre les valeurs de Martino Walker, maintenant Fasken, est légendaire. C'est aussi avant tout un être humain extraordinaire, empathique, intéressé par son prochain, généreux de son temps et son argent. Chaque fois qu'elle le rencontre, mon épouse Kim me souligne à quel point Marc-André est exceptionnel. Pour un temps, je me suis inquiété. Mais force est de constater qu'elle a bien raison. Marc-André est un ami et un associé inestimable. Avant de conclure, je m'en voudrais de ne pas souligner et féliciter le co-lauréat de ce soir, Maître Daniel Chénard. La contribution de Maître Chénard à la justice, notamment en droit administratif et en droit municipal, est aussi exemplaire. Auteur sérieux, conférencier recherché, professeur apprécié de ses étudiants et plaideur d'exception, Maître Chénard mérite aussi largement l'hommage qui lui est fait ce soir. Nos pensées sont avec lui et avec sa famille. Pour en venir à Marc-André, le jeune homme chétif de 1982, même s'il n'a pas changé physiquement, est devenu un poids lourd de la profession juridique. L'honneur de ce soir s'ajoute aux nombreux titres prestigieux que lui ont été décernés au cours des années. En 2012, le Barreau du Québec lui a donné le titre d'avocat émérite, réservé aux avocats qui se sont illustrés pour l'excellence de leur carrière professionnelle, leur contribution exceptionnelle à la profession et à leur rayonnement exceptionnel dans le milieu social. Marc-André est aussi fellow du prestigieux American College of Trial Lawyers, une association de le membership et sur invitation seulement et qui regroupe les plaideurs d'exception au Canada et aux États-Unis. Il recevra aussi, plus tard ce mois-ci, le prix Distinction de l'Association des diplômés en droit de l'Université de Montréal, dont il a été le président. Son talent, ses inlassables efforts et ses résultats probants confirment sans aucun doute qu'il s'inscrit dans la grande lignée des plaideurs de Fasken-Martineau. Il a sa place aux côtés des Jean Martineau, George Allison, Marcel Saint-Mars et François Rolland. Il a pleinement rempli la promesse qu'il avait faite à Maurice Forget, Pierre Etreil et Lambert Toupin. Il est devenu, et ce bien avant cette année, M. Gagnon, dois-je vous dire, un grand plaideur, et il mérite sans conteste l'honneur qu'on lui fait ce soir. Au nom des associés de Fasken-Martineau, je vous invite donc à lever votre verre pour célébrer ce grand plaideur et ami qu'est Marc-André Famille.